Le grill fumait encore. Paulette m'a regardé droit dans les yeux et j'ai su que quelque chose d'irréparable allait sortir de sa bouche. 23 personnes dans son jardin ce soir-là. Des amis de la paroisse, des cousins, des voisins, tous en train de manger ce que j'avais préparé pendant 6 heures. Elle a posé son verre de citronnade, elle a attendu que les conversations se taisent et elle a souri. Franchement, Mireille, si tu disparaissais demain, personne ne te remarquerait. Toute la table a ri. Damien, Brigitte, l'oncle René, même ce couple de l'église qui connaissait à peine mon prénom. J'ai baissé les yeux sur mon assiette. Une saucisse, de la moutarde jaune, des cornichons sur le côté. Je l'ai pris. J'en ai pris une bouchée lente. Et j'ai relevé la tête vers ma belle-mère. On verra bien. Personne n'a relevé. La conversation a glissé vers le nouveau camion de quelqu'un. 48 heures plus tard, chaque personne autour de cette table allait comprendre exactement ce que j'avais voulu dire. Si vous êtes en train de regarder ça et que vous avez déjà été l'invisible à votre propre table de famille, écrivez-le en commentaire. Je veux savoir que je ne suis pas seule. Je m'appelle Mireille, j'ai 32 ans. Et pendant 3 ans, j'ai été la femme qui maintenait la famille de mon mari debout pendant qu'il faisait comme si je n'existais pas. J'ai grandi dans un village tellement petit qu'on pouvait le rater en regardant son téléphone. Garrison, en Auvergne. Un feu tricolore, un café, une église avec un toit qui fuyait que personne n'a jamais réparé. Mon père travaillait dans une usine de meubles à 2 villages de là. Il est mort quand j'avais 19 ans. Un chariot élévateur, un mardi après-midi. Ma mère a tenu 6 ans de plus avant que le cancer l'emporte. J'avais 25 ans, debout dans un couloir d'hôpital avec une liasse de papier à remplir et personne à appeler. Pas de frère, pas de sœur, pas d'oncle ou tante qui comptait vraiment. Juste moi et un appartement loué avec une table de cuisine où je mangeais seule. J'ai appris le design graphique sur un ordinateur portable fissuré acheté dans un dépôt-vente pour 60 €. Des tutoriels gratuits, des logiciels gratuits. Je faisais des flyers pour l'église du quartier, des menus pour le café, un logo pour la quincaillerie. Je facturais 40 € la mission et je croyais que c'était déjà quelque chose. Peu à peu, j'ai mis de côté assez pour m'inscrire à des cours du soir en gestion. 2 semestres de base commerciale, juste ce qu'il fallait pour apprendre à rédiger une facture correctement et faire ma déclaration d'impôt toute seule. C'est là que j'ai rencontré Damien Petitbois, à la fête de la Savoie, devant le stand de lancer d'anneaux que tenaient les pompiers volontaires. De grandes mains, un sourire tranquille. La deuxième fois qu'on est sortis ensemble, il m'a apporté des fleurs sauvages, pas achetées, cueillies dans le champ derrière la maison de sa mère. Il m'écoutait parler sans jamais couper. Je me suis dit que j'avais enfin trouvé ce qui me manquait depuis la mort de mes parents. Une famille, un endroit où exister vraiment. On s'est mariés au bout d'1 an. J'ai tassé toutes mes affaires dans 4 cartons et j'ai emménagé près de chez les siens. Je croyais gagner une famille. En réalité, je m'offrais un public pour ma propre humiliation. Le barbecue mensuel des Petitbois existait depuis 15 ans quand je suis arrivée. Premier samedi du mois, beau temps ou pluie battante, dans le jardin de Paulette. Rien de luxueux, un grillage en métal, un barbecue à gaz que le père de Damien avait acheté avant son accident, 2 tables pliantes recouvertes de nappes en plastique que Paulette remplaçait 2 fois par an, nécessaire ou non. Entre 20 et 30 personnes débarquaient. Des cousins, des amis de la paroisse, quelques voisins venus pour manger et restés pour les ragots. Ce dont personne ne parlait, c'est que je faisais tout. Le jeudi, j'allais chercher la viande chez le boucher. Le vendredi soir, je marinais les côtes, préparais la salade de pommes de terre, mélangeais la sauce pour la salade de choux. Le samedi matin, je cuisais le pain de maïs, chargeais la voiture, conduisais chez Paulette, installais les tables, disposais les serviettes et les assiettes, et arrangeais le bouquet de fleurs sauvages coupées dans le champ du fond. La contribution de Paulette, elle, c'était de s'installer dans son fauteuil de jardin vert et d'accueillir les invités comme une reine recevant ses sujets, en encaissant chaque compliment comme si elle avait passé la journée au fourneau. Paulette, cette salade de pommes de terre est divine. Et elle répondait, souriante, merci Mireille, la recette de Fanny, ma recette, celle de ma grand-mère pour être exacte, l'une des rares choses qui me restaient de ma mère. Mais je n'ai jamais rien dit. Je me répétais que ça n'avait pas d'importance. Les gens se régalaient, tout le monde était content, et corriger Paulette dans son propre jardin, c'était comme fourrer la main dans un nid de guêpes. Damien ne remarquait pas, ou alors il faisait semblant, comme pour beaucoup de choses. Le site tourne tout seul, il avait dit un jour à l'oncle René, en parlant de la présence en ligne du garage. C'est moi qui avais construit ce site, c'est moi qui le maintenais, qui répondais aux emails de demande de devis. Damien ne connaissait même pas le mot de passe de l'hébergement.
Il faut quand même que je dise une chose sur Paulette. Il y a 20 ans, son mari François rentrait d'une nuit de travail quand un chevreuil a traversé son pare-brise sur la route 9. 2 vertèbres brisées, 4 mois à l'hôpital. Il est rentré en fauteuil roulant et il n'en est jamais vraiment sorti. Damien avait 14 ans, Brigitte en avait 8. Paulette se retrouvait avec un crédit immobilier, 2 enfants, un mari handicapé et un bac en poche. Le mois suivant, elle ouvrait une crèche à domicile. Pendant 14 ans, elle a élevé les enfants des autres dans son salon pour garder les lumières allumées chez elle. Elle cuisinait, nettoyait, changeait des couches, remplissait des formulaires fiscaux. Elle avait maintenu cette famille en vie quand tout poussait à laisser tomber. Elle avait pris sa retraite 3 ans avant que j'épouse Damien et elle méritait chaque heure de repos. Le problème, ce n'était pas ce que Paulette avait fait, c'était ce qu'elle n'arrivait plus à cesser d'être. Elle s'était construite autour du sacrifice, autour de l'idée qu'elle était celle qui portait tout, qui ne demandait jamais rien, qui tenait debout quand le reste s'effondrait. Et puis j'étais arrivée, jeune, avec un travail, capable de gérer les choses. Damien me regardait d'une façon qu'il lui réservait avant. Paulette n'avait pas vu une belle fille, elle avait vu une remplaçante. La première Toussaint où j'étais présente, j'avais apporté une tarte aux noix de pécan, faite maison, la recette de ma mère. Paulette en a pris une bouchée, une seule, sans dire un mot. Et puis elle a sorti une tarte du commerce, celle qu'elle avait achetée en grande surface, et l'a posée sur la table, comme si la mienne n'avait jamais existé. Quand les invités ont demandé ce qu'il y avait comme dessert, elle a juste désigné la boîte d'un geste vague. La femme de Damien a fait ce qu'elle a pu, pauvre elle. La veille de cette Toussaint, Damien avait reçu un appel de Paulette. 20 minutes au téléphone, dans le couloir, la voix basse. Quand il a raccroché, il était tendu, les épaules remontées jusqu'aux oreilles. Je lui ai demandé ce qui se passait. « Rien », il a dit. « C'est juste maman qui fait sa maman. » J'ai hoché la tête. J'ai rien dit d'autre. Brigitte avait 28 ans et vivait au sous-sol chez Paulette. Elle s'était inscrite en école d'esthétique l'année avant que j'épouse Damien, avait abandonné au bout d'un semestre, et depuis, plus rien. Elle travaillait à mi-temps à la station Total sur la route 12, de quoi payer ses cigarettes et son essence. Pas de quoi payer un loyer. Paulette comblait le reste. Brigitte ne le disait jamais franchement, mais ça se sentait dans la façon dont elle me regardait travailler. Sa mâchoire qui se crispait quand Damien mentionnait un projet que j'avais conçu. Elle avait la même faim que moi à 22 ans, ce genre de faim qui te fait fixer la vie des autres en te demandant pourquoi la tienne ne démarre pas. La différence, c'est que moi, j'avais fait quelque chose avec ça. Brigitte, elle, avait choisi la cruauté. Elle m'appelait la bonne quand j'étais dans la cuisine de Paulette. Assez fort pour que j'entende, assez doucement pour pouvoir nier ensuite. Une fois, elle a renversé sa bouteille de sauce ouverte sur mon sac d'ordinateur, comme par accident, et elle a ri. Paulette a souri. Personne ne s'est excusé. Et puis, il y avait l'oncle René, le frère aîné de Paulette, 65 ans, retraité d'une usine de plastique à Thiers, veuf depuis 3 ans. Le repas de Toussaint était le seul événement social qui lui restait. Il gardait sa place à table exactement comme Brigitte gardait la sienne, en jouant un rôle. « Tu sais vraiment te servir, ma fille », il m'avait lancé un jour, assez fort pour que tout le jardin entende. Dommage que ce soit tout ce que tu sais faire. Tout le monde avait ri. Il voulait être drôle. Peut-être que pour eux, il l'était. Paulette s'était renversée dans sa chaise avec un sourire satisfait. C'est la deuxième Toussaint qu'elle a été la plus claire. Quelques verres de vin, les assiettes pas encore débarrassées. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table et elle a dit, presque pour elle-même, « Tu n'as jamais été qu'une invitée dans cette famille. » Damien l'a entendu, j'en suis certaine. Il a tendu la main vers la saucière. Damien ne m'a jamais insultée, n'a jamais haussé la voix, ne m'a jamais dit que je n'étais pas la bienvenue. Son arme à lui était plus silencieuse. À chaque pique de Paulette, je regardais Damien. Et à chaque fois, il détournait les yeux ou riait, ce rire mou, à moitié étouffé, comme de l'air qui s'échappe d'un pneu crevé. Il disait plus tard dans la voiture, sur le chemin du retour, « Elle ne le pense pas vraiment. C'est juste comme ça que maman parle. » Je l'ai confrontée 3 fois en 3 ans. Chaque fois, c'était pareil. Je lui exposais tout, les remarques, les mérites qu'on me volait, la façon dont Brigitte m'appelait la bonne. Et Damien hochait lentement la tête, comme un homme qui entend un diagnostic qu'il soupçonnait déjà. « Tu as raison », il disait. « Je vais parler à maman. » Il ne l'a jamais fait. La 3e fois, j'ai dit que je voulais éviter le prochain repas. Il s'est tu.
Puis il a dit « Maman m'a élevée seule après l'accident de papa. Elle a tout sacrifié. Elle a besoin de sa famille autour d'elle, Mireille. S'il te plaît, juste pour moi. » J'y suis allée. J'y allais toujours. Il m'a fallu trop longtemps pour comprendre ce que Damien faisait vraiment. Il n'était pas neutre. Il n'existe pas de neutralité quand ta femme se fait humilier à la table de ta mère et que tu tends la main vers la saucière au lieu de prendre sa défense. Le silence est un choix. Damien faisait le sien à chaque fois. Il n'était pas cruel comme Paulette était cruelle. Il était quelque chose de pire. Il était à l'aise. Il avait grandi sous les règles de Paulette. Il avait appris très tôt qu'approuver signifiait la paix et contredire signifiait devenir la prochaine cible. Alors il approuvait. Il approuvait quand elle se moquait de ma tarte. Il approuvait quand Brigitte renversait de la sauce sur mon sac. Il approuvait quand Paulette disait que je n'étais qu'une invitée. Il approuvait en ne disant rien. Et rien, c'est exactement ce que j'ai reçu de lui quand j'avais besoin de tout. Je suis restée 3 ans. Les gens demandent pourquoi. La réponse n'est pas simple et elle n'est pas flatteuse. Commençons par le concret. Nos 2 noms étaient sur le crédit immobilier et ma clientèle freelance, je l'avais construite ici, à Annecy. Le bistrot du coin, la quincaillerie, la paroisse, une clinique vétérinaire dans la ville d'à côté. Mon réseau social, c'était la communauté de l'église et partir signifiait abandonner les seules personnes qui me disaient bonjour au supermarché. Et puis il y avait ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. Mes parents étaient morts, mes grands-parents aussi. Je n'avais ni frère ni sœur, aucun cousin à qui j'avais parlé depuis mes 12 ans. Les petits bois, dysfonctionnels, condescendants, parfois ouvertement hostiles, étaient la seule famille qu'il me restait. Partir signifiait entrer dans le vide. Et j'admets autre chose. La surresponsabilité, c'était mon angle mort. Je gérais la logistique des barbecues parce que personne d'autre ne le faisait. Je tenais les comptes de la boutique parce que Damien était incapable de tenir un tableur à jour. J'ai aidé Brigitte à reformater son CV 2 fois. Je conduisais l'oncle René à ses rendez-vous chez le cardiologue quand Paulette prétendait être trop occupée. Je me disais que j'étais indispensable et ça ressemblait suffisamment à être désirée. Mais je n'étais pas naïve. 3 mois après mon mariage, j'avais ouvert un compte épargne à mon nom uniquement, dans une banque séparée. J'y déposais 100 € par semaine sans en parler à Damien. Au barbecue de juillet, celui avec le hot dog, j'avais 14 200 € sur ce compte. J'avais aussi cherché des annonces d'appartements en Savoie 3 fois. Je connaissais le loyer médian d'un studio. Je savais quel quartier avait les meilleures boulangeries, les meilleures imprimeries, les petites galeries. Je construisais un plan de sortie comme je construisais tout le reste. Discrètement, efficacement, seule. Ce qui me manquait, c'était une raison assez tranchante pour appuyer sur le déclencheur. Paulette me l'a donné. Ce matin-là, j'avais commencé les préparatifs à 7 heures. Les côtes marinées depuis la veille, la salade de pommes de terre faite de mémoire, la recette de ma grand-mère, celle que Paulette s'appropriait comme si elle l'avait inventée. J'avais tout fait moi-même. 2 plaques de pain de maïs sorties du four, la glacière chargée dans le coffre, la route jusque chez Paulette, les tables montées dans le jardin. Je fixais les nappes avec des pinces parce que le vent soufflait. J'arrangeais les bocaux en verre au centre de chaque table pendant que Paulette me regardait depuis sa chaise longue, son verre à la main, parfaitement détendu. « Tu as raté un coin sur cette table », elle a dit. J'ai essuyé. 23 personnes sont venues. Les côtes étaient parfaites. La salade de pommes de terre a disparu en 30 minutes. René s'est resservi 3 fois. Camille, une amie de Paulette, s'est penchée vers elle et lui a dit que le pain de maïs était le meilleur qu'elle ait jamais mangé. Paulette a souri et répondu qu'elle avait ajouté un peu de miel cette année. Je n'ai rien dit. Je me suis versé une limonade et je me suis assise en bout de table. La conversation a glissé vers la famille. Un bébé chez un cousin, quelqu'un qui revenait de loin. Et puis, Paulette a posé son verre, s'est redressée, et sa voix a pris ce volume particulier, celui qu'elle utilisait quand elle voulait être entendue par tout le jardin. La famille, c'est tout. Le sang, c'est tout. Elle me regardait. Un silence d'une fraction de seconde s'est installé, le genre de silence où tout le monde retient son souffle parce que quelque chose arrive. Franchement, Mireille, si tu disparaissais demain, personne ne le remarquerait même pas. Les rires sont arrivés de partout à la fois. Damien, bref, essoufflé,
Brigitte, fort et sec, René, grave et lent, comme s'il attendait cette réplique depuis le début de l'après-midi. Des voisins, des cousins, le couple de l'église qui venait de finir mon pain de maïs. J'ai regardé mon assiette. Un hot dog, de la moutarde. J'en ai pris une bouchée lentement, puis j'ai levé les yeux vers Paulette. « On verra bien », j'ai dit. Elle a cligné des yeux. Quelqu'un a relancé une conversation sur un match de foot et la table a tourné la page. Personne ne m'a regardé à nouveau. Ils n'en avaient pas besoin. Moi, j'avais déjà pris ma décision. Ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est ce que j'ai fait ensuite. On est rentré en silence. Damien a mis la radio, une chanson country, quelque chose avec un pick-up et une fille. Il fredonnait. À 22h, il dormait sur le canapé, la télécommande sur la poitrine, une bière qui tiédissait sur la table basse. Je me suis arrêtée dans l'encadrement de la cuisine et je l'ai regardé respirer. 3 ans. 3 ans du « c'est pas ce qu'elle voulait dire ». 3 ans de salade de pommes de terre portée à mon crédit et de sauce barbecue sur mon sac d'ordinateur. 3 ans à m'entendre dire que j'étais juste une invitée dans une famille que je nourrissais, que je finançais, que je tenais à bout de bras. Je me suis déplacée sans bruit. Une valise, le laptop, les chargeurs, mon passeport, mon acte de naissance, le relevé du compte épargne, une semaine de vêtements, la photo encadrée de ma mère sur la table de nuit, celle où elle rit à quelque chose que mon père vient de dire, la tête renversée en arrière, la main posée sur son bras. J'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la cuisine, à côté de la salière. Pas de mots. Il n'y avait plus rien à expliquer à quelqu'un qui avait passé 3 ans à ne pas écouter. À 2h du matin, j'ai sorti la voiture de l'allée, phare éteint jusqu'à la route principale. À la station Total, sur la route 9, j'ai garé sous les néons et j'ai bloqué chaque numéro petit bois dans mon téléphone. Damien, Paulette, Brigitte, l'oncle René, chaque cousin, chaque contact de l'église qui avait ri autour de cette table. Puis, je me suis regardée dans le rétroviseur, yeux secs, mâchoire serrée. Je l'ai dit à voix haute, juste pour l'entendre. On verra bien. La route vers le sud était vide. J'ai mis quelque chose sans parole à la radio et j'ai conduit jusqu'à ce qu'Annecy ne soit plus qu'un nom sur un panneau déjà dépassé. Le motel à la sortie de Clermont-Ferrand sentait le shampoing de moquette et la cigarette froide de quelqu'un d'autre. Je me suis assise au bord du lit à 6h du matin, la valise fermée, le laptop en équilibre sur les genoux et le poids total de ce que je venais de faire m'est tombé dessus comme un sac de gravier. Plus de famille, plus de mari, plus de belles familles pour appeler et prendre des nouvelles. Juste moi. C'était la liste complète. Soulagement ou perte, j'aurais été bien en peine de trancher. Ce qui était sûr, c'est que les 3 mois d'économie allaient devoir tenir sans bêtise de ma part, et j'avais pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis le couloir de l'hôpital, où j'avais signé seule les papiers pour le transfert de ma mère en soins palliatifs. Des larmes laides, incontrôlables, le genre qu'on cache même quand il n'y a personne pour regarder. Mais ce n'était pas pour Paulette que je pleurais, c'était pour ma mère, parce qu'elle m'aurait pris par les épaules dès la première année et elle m'aurait dit « Ma chérie, tu montes dans cette voiture et tu pars ». Elle aurait eu raison, j'aurais dû écouter son fantôme bien plus tôt. Quand ça s'est arrêté, je me suis lavé le visage, j'ai ouvert le laptop et j'ai compris les chiffres. 14 200 €. De quoi payer 2 mois d'avance et tenir 3 mois si je mangeais simplement et n'achetais rien d'inutile. J'ai cherché des locations à Annecy, les mêmes annonces que j'avais parcourues 3 fois en cachette. Un studio au-dessus d'une imprimerie sur la rue Gautier, disponible immédiatement. 700 € par mois, charges comprises. J'ai envoyé un mail au propriétaire. Puis, j'ai ouvert le site des tribunaux d'Auvergne et j'ai déposé une demande de divorce non contestée. Pas d'enfant, pas d'entreprise commune. Le formulaire m'a pris 40 minutes. Le premier mail de client est arrivé à 8h15. Une révision de logo pour un menu d'automne. J'ai terminé en 2 heures, facturé 75 €, fermé l'écran. Toujours debout, toujours opérationnel. 2 semaines plus tard, je me tenais dans ce studio de la rue Gautier à Annecy, une tasse de café dans les mains, rien d'autre dans la pièce qu'une table pliante, une chaise récupérée et une fenêtre qui s'ouvrait vraiment sur les montagnes. Le plancher était rayé, le radiateur claquait au démarrage, ça sentait l'encre et le vieux papier qui montait de l'imprimerie du dessous. J'ai aimé ça immédiatement. La patronne de l'imprimerie s'appelait Gaëlle. Gaëlle. La cinquantaine passée, divorcée, cheveux argentés coupés courts, lunettes de lecture remontées en permanence sur le front, comme si elle ne servait que d'accessoire. Une voix qui donnait l'impression qu'elle avait passé sa vie entière à indiquer des directions et qu'elle ne concevait pas qu'on puisse ne pas les suivre. Elle tenait la boutique seule.
Impression offset, carte de visite, programme d'événements, ce genre de travail que les grandes enseignes ne peuvent pas faire avec une touche humaine. Le premier matin, elle tirait un plateau de faire-part de mariage tout juste sorti de presse quand je suis descendue chercher du café. Elle m'a regardée, valise sous les yeux, chemise froissée, ordinateur serré contre moi comme une bouée. Elle a dit « Bonjour, tu es la nouvelle locataire ?» J'ai répondu « Oui ». Elle a dit « Gaëlle » et elle m'a demandé si je buvais du café. J'ai dit oui. Elle a ajouté qu'il y en avait un dans l'arrière-boutique, que je me serve. C'est tout. Pas de questions, pas de pitié, pas un regard de trop. Juste du café et une porte laissée ouverte. Le premier mois, j'ai contacté chaque petite entreprise accessible à pied. Des restaurants, des galeries, une microbrasserie dont le logo semblait sorti d'un cours d'informatique de collège. J'ai proposé des forfaits à des tarifs que je me permettais à peine de facturer. 2 clients signés avant la fin du mois. Pas grand-chose, mais c'était à moi. Un mardi après-midi, Sylvie m'a envoyé un message. Sylvie, la bibliothécaire en chef de la bibliothèque publique Avenue des Cèdres, l'une des rares personnes en ville qui n'avait jamais mis les pieds à un repas chez les Petits Bois. Elle n'était pas dans ce cercle-là, juste quelqu'un qui avait tamponné mes retours de livres et fini par me recommander des romans qu'elle pensait que j'aimerais. Je ne l'avais pas bloquée parce qu'elle ne m'en avait jamais donné de raison. Damien est venu à la bibliothèque aujourd'hui, écrivait-elle. Il a demandé si je savais où tu étais. Il avait l'air mal en point. Pas rasé, visiblement pas dormi. J'ai fixé le message longtemps avant de répondre. Qu'est-ce que tu lui as dit que je ne savais pas? Parce que c'est vrai, pas officiellement. Puis elle a envoyé un deuxième message, plus long. Le site de la boutique est tombé la semaine dernière. Personne ne connaît les identifiants d'hébergement. J'ai reposé mon téléphone sur la table pliante. Le radiateur a claqué une fois. J'ai regardé les montagnes par la fenêtre. Le site était tombé et Damien essayait de le faire remonter, mais la société d'hébergement lui demandait l'adresse email du titulaire du compte, la mienne. Je n'ai pas répondu à ça. 1 minute après, Sylvie m'a envoyé autre chose. Le barbecue d'août avait eu lieu, ou plutôt, il avait essayé d'avoir lieu. Paulette avait tout géré seule. Le poulet était carbonisé. La salade de pommes de terre avait le goût d'un truc préparé par quelqu'un qui avait lu une recette en diagonale et abandonné à mi-chemin. Seulement 12 personnes étaient venues. L'oncle René avait dit que les côtes étaient sèches. J'ai lu 2 fois. J'attendais de ressentir quelque chose. De la satisfaction peut-être, ou de la culpabilité. Ce que j'ai ressenti était plus discret. Une sorte de reconnaissance fatiguée, comme regarder quelqu'un trébucher sur la même fissure dans le trottoir que tu évites depuis 3 ans. Sylvie a ajouté que Paulette racontait à tout le monde à l'église que j'avais fait une dépression, que j'étais partie pour des raisons de santé mentale. J'ai tapé « laisse-la dire ». Un dernier message. Damien avait réemménagé chez Paulette. Il ne pouvait pas tenir la maison seul. Les remboursements du crédit. J'ai fermé l'application, je me suis versé un café, je suis retournée au travail. 3e mois. L'hôtel boutique de la rue des Cèdres a appelé. Marguerite Aumont, la propriétaire, 68 ans, ancienne directrice d'école, reconvertie dans l'hôtellerie, comme d'autres femmes se reconvertissent dans le jardinage, avait vu ma carte épinglée au tableau d'affichage chez l'imprimeur de Gaëlle. Elle avait besoin d'une refonte complète. Logo, site, signalétique, carte de chambre, design du menu du petit déjeuner. Un budget de 4 200 € et une vision qu'elle n'arrivait pas à formuler autrement que chaleureux mais sophistiqué, comme un bon cognac. J'ai passé 2 semaines sur la proposition. 3 planches concept, des associations de police, des palettes de couleurs tirées des montagnes visibles depuis les fenêtres de son hall. Je les ai présentées à sa table un jeudi matin pendant qu'elle me servait un café dans une tasse à l'anse ébréchée. Elle a étudié les planches en silence pendant 1 minute entière. Puis elle a levé les yeux et dit que c'était exactement ce qu'elle avait imaginé sans pouvoir le formuler. Et elle a demandé où je me cachais depuis tout ce temps. J'ai failli rire. Me cacher, c'était exactement ce que je faisais. Gaëlle a imprimé les épreuves pour la présentation finale. À cette époque, on prenait déjà le café ensemble presque chaque matin. Rien d'officiel, juste 2 femmes habituées à travailler seules qui trouvaient plus facile de travailler près de quelqu'un. Un matin, elle a fait glisser une pile de menus imprimés sur le comptoir en disant que je fuyais quelque chose. J'ai pris les feuilles, les ai feuilletées, vérifié le rendu des couleurs. Je lui ai répondu que non, je courais vers quelque chose, que c'est différent. Elle m'a regardée d'une façon qui signifiait qu'elle ne me croyait qu'à moitié, mais qu'elle me respectait assez pour ne pas insister. Marguerite m'a envoyé une carte de remerciement écrite à la main quand la nouvelle identité visuelle a été lancée. Je l'ai épinglée au mur de mon atelier.
Première chose sur une surface restée vide depuis mon emménagement. Et puis je me suis assise à mon bureau et j'ai pensé à ce que j'évitais depuis des semaines. La boîte de ma mère. Ces affaires que j'avais laissées dans le grenier en bois de la petite maison. Il fallait que je les récupère. J'ai demandé à Sylvie d'aller chercher la boîte. Elle a conduit jusqu'à chez Paulette un samedi, sachant que Damien serait au magasin. Paulette a ouvert la porte, a tendu la boîte sans un mot et a refermé avant même que Sylvie atteigne les marches du perron. Sylvie l'a expédiée en livraison prioritaire. Elle est arrivée un mercredi. Je me suis assise par terre dans mon atelier, la boîte entre les genoux, et j'ai décollé le scotch lentement, comme on ouvre quelque chose quand on sait déjà que ça pourrait faire mal. Les affaires de ma mère, les derniers objets physiques d'une femme qui m'avait aimée sans condition et qui était morte avant que je puisse lui rendre l'appareil entièrement. Le bracelet en argent n'était plus là, celui que mon père lui avait offert le jour de leur mariage. Fin, simple, gravé de leurs initiales à l'intérieur du fermoir. Disparu. Ses fiches de recettes écrites à la main, des dizaines d'années de dimanches dans son écriture penchée, des plats mijotés, des gratins, des tartes aux fruits, la salade de pommes de terre dont Paulette s'attribuait le mérite depuis toujours. Tout disparu. La photo encadrée du mariage de mes parents, mon père dans un costume loué, ma mère dans une robe cousue par sa sœur. Disparu. À leur place, sur un torchon plié qui sentait encore l'adoucissant de Paulette, il y avait un petit mot jaune. Son écriture en majuscule appuyée, au point d'avoir presque traversé le papier. Tu n'as jamais mérité tout ça. Je suis restée longtemps assise sur ce parquet. Je n'ai appelé personne, je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. J'ai pris le mot, je l'ai porté jusqu'à mon bureau, et je l'ai glissé dans le tiroir du haut. Au cas où j'aurais besoin de me rappeler pourquoi je suis partie. J'ai dit tout bas, à personne en particulier. Le bracelet, les fiches, la photo. Partie. Paulette avait voulu me faire mal, et elle y était arrivée. Mais sans le vouloir, elle m'avait aussi donné quelque chose. La certitude. Je ne fuyais plus. J'étais partie pour de bon. C'est Marguerite Aumont qui m'a mise le pied à l'étrier. Elle m'a recommandée au Conseil des arts créatifs de la région d'Annecy. Le directeur s'appelait Alain Prieur, la soixantaine bien tassée, des nœuds papillons, cette politesse qui vient d'une vraie attention aux gens plutôt que d'une façade. Il cherchait une graphiste pour leur gala d'automne annuel. Invitation, programme, signalétique, visuel pour les réseaux, une identité complète pour l'événement. Le contrat s'élevait à 8 000 €, plus que ce que j'avais gagné en un seul mois dans toute ma carrière. J'ai présenté mon projet comme si ma vie en dépendait. D'une certaine façon, c'était vrai. Alain m'a rappelé 2 jours plus tard. Mademoiselle Leclerc, il a dit, j'avais commencé à utiliser le nom de jeune fille de ma mère professionnellement. Le comité a été unanime, votre concept est retenu. J'ai raccroché, je me suis assise et j'ai posé mes paumes à plat sur le bureau jusqu'à ce que mes mains arrêtent de trembler. Cette semaine-là, j'ai signé un bail pour un vrai atelier. Un petit local vitré à 2 rues de l'imprimerie de Gaël. 50 mètres carrés avec une grande fenêtre et une porte qui ferme à clé. J'ai peint les murs blancs chauds, accroché mes créations, commandé une enseigne. Leclerc Créatif. Gaëlle m'a aidé à l'installer. Elle a reculé d'un pas, penché la tête et l'a lu à voix haute. Leclerc Créatif. Ça sonne bien, c'est le nom de ma mère, j'ai répondu. Elle a sorti une bouteille de mousseux du sac, le genre avec un bouchon en plastique, et on a bu dans des tasses à café sur le trottoir pendant que le soleil disparaissait derrière les montagnes. Pour la première fois depuis très longtemps, j'avais la sensation d'être dans un endroit qui s'était formé autour de moi, pas contre moi. Le nom de ma mère sur la vitre, mon travail sur les murs, mes mains stables. Les nouvelles de Sylvie arrivaient comme des bulletins d'un naufrage au ralenti. Le site de l'auto de Damien était toujours en panne 4 mois après mon départ. Il avait engagé un freelance trouvé sur Internet. 2 000 € pour un site à template qui plantait dès que quelqu'un essayait de prendre rendez-vous. 3 de ses clients habituels avaient emmené leur voiture chez le garage de la chaîne à Thiers. Paulette avait voulu ressusciter le barbecue de septembre. Elle avait cuisiné toute la journée, acheté les travers de porc elle-même, les avait marinés comme elle m'avait vu faire, ou croyait l'avoir vu. 8 personnes s'étaient présentées. La salade de pommes de terre était collante. Le pain de maïs sec. Brigitte avait ramené une salade de choux du supermarché
et Paulette lui avait dit que c'était de la paresse, et elle s'était disputée dans la cuisine assez fort pour que l'oncle René les entende depuis le jardin. René était assis dans sa chaise de jardin et avait dit à Damien que s'il ne ramenait pas sa femme, c'est toute la famille qui allait se désintégrer. Damien regardait son assiette. Il a répondu qu'elle ne décrocherait pas. René a dit d'aller la chercher en voiture. Damien a dit qu'il ne savait pas où j'étais. C'était encore vrai. Sylvie n'avait rien dit à personne et je n'avais laissé aucune trace. Les papiers du divorce sont arrivés chez Paulette par courrier recommandé début octobre. La loi en Auvergne exigeait la notification à la dernière adresse connue. Damien a dû signer. D'après Sylvie, il est resté assis sur le perron pendant 1 heure avec l'enveloppe dans les mains. Puis il est entré et a appelé Sylvie depuis le téléphone de la cuisine, pendant que Paulette observait depuis le couloir. Il a dit qu'il n'avait pas cru que j'allais vraiment le faire. Sylvie m'a confié que sa voix s'était brisée sur ce dernier mot. J'ai lu le message, posé le téléphone et je suis retournée à la maquette du carton d'invitation. Le cadre était d'un bleu profond, couleur de montagne. J'aimais le rendu contre le papier crème. L'appel est arrivé d'un numéro inconnu. J'ai décroché parce que j'attendais un rappel d'un imprimeur. « Mireille, c'est Brigitte !» La voix m'a traversée comme de l'eau froide. Elle avait dû emprunter le téléphone d'une amie. J'ai dit son prénom, plat, neutre, sans rien qu'elle puisse utiliser. Elle a dit qu'elle savait que les choses avaient mal tourné, mais que je leur manquais vraiment, que Damien allait mal, que maman ne dormait plus, que c'était difficile pour tout le monde. J'ai laissé le silence s'étirer. Est-ce que Paulette s'excusait, là ? Brigitte a marqué une pause. S'excuser de quoi ? C'était une blague, Mireille. Tout le monde a ri. C'est toi qui en as fait toute une histoire. Alors, il n'y a rien à discuter. J'ai raccroché et bloqué le numéro avant même de reposer le téléphone. 17 minutes plus tard, un message d'un autre numéro. Brigitte encore. Tu détruis cette famille. Damien boit. Maman ne dort pas. La tension de l'oncle René est dans le rouge. Tu es contente ? C'est ce que tu voulais ? Je l'ai lu 2 fois. J'ai fait une capture d'écran. Puis une autre avec les coordonnées et l'horodatage. Numéro bloqué. 3 minutes après, un autre message. Un 3e numéro. J'espère que tu vas regretter ça. Tu te crois supérieur à nous ? Tu n'es rien. Tu n'as jamais été rien. Capture d'écran, blocage. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur intitulé « Ne pas répondre ». Je l'avais créé la semaine de mon départ, un réflexe d'années à gérer des correspondances clients. Conserver les preuves, tout documenter. Ne jamais répondre sous l'émotion. J'ai glissé les 3 captures dans le dossier, fermé, et je suis retournée aux maquettes de signalétique pour le gala. Le lieu avait demandé d'augmenter la taille de police de 2 points sur la bannière d'accueil. J'ai ajusté, sauvegardé, envoyé la révision. Les messages de Brigitte dormaient dans un dossier que je n'avais pas l'intention de rouvrir, sauf si j'y étais obligée. Au 7e mois, la charte graphique du gala était terminée. J'avais passé 3 semaines sur cette dernière étape. Affiner la typographie, travailler la palette de couleurs jusqu'à ce qu'elle capte exactement cette lumière des montagnes que je regardais chaque matin depuis la fenêtre de mon atelier. Wallace a examiné les épreuves dans son bureau et m'a appelé dans l'après-midi. « Mireille, il a dit, et j'entendais le sourire dans sa voix, vous nous avez donné quelque chose dont nous pouvons être fiers. » J'avais 6 clients réguliers à ce moment-là. L'hôtel, un restaurant sur l'avenue des Cèdres, un atelier de poterie, une association qui donnait des cours d'art à des jeunes en difficulté, un agent immobilier, un torréfacteur qui voulait des étiquettes avec un aspect fait main. Mes revenus avaient rejoint discrètement ce que je gagnais à Cascade Bleue, même si la comparaison était toute relative. Je n'étais pas riche, j'étais stable. Le loyer payé à temps, les courses sans vérifier le solde avant de passer en caisse. Gaël et moi dînions ensemble presque tous les mercredis. Rien de particulier. Le taille du quartier ou des plats à emporter mangés au comptoir de son atelier d'impression après la fermeture. Elle ne posait jamais de questions sur Cascade Bleue. Elle avait compris les grandes lignes et décidé que les détails m'appartenaient. J'avais commencé à connaître d'autres indépendants du coin. Une femme qui tenait une boutique de bougies, un professeur à la retraite qui vendait des aquarelles au marché du samedi, des gens qui se présentaient par ce qu'ils faisaient, pas par leur nom de famille. Une communauté construite sur autre chose que les obligations du sang. Le post-it, parfois, me revenait. « Tu n'as jamais mérité ça. » Et la voix de Paulette au barbecue, « Personne ne remarquerait ton absence. » Ils avaient raison sur un point. Eux, je ne les regrettais pas. Ni les barbecues, ni les rires forcés, ni cette table où je cuisinais pendant que quelqu'un d'autre recevait les compliments. Damien avait signé les papiers du divorce sans contester. C'était presque officiel.
7 mois. C'est tout ce qu'il avait fallu pour passer d'une saucisse chez Paulette à un atelier avec le prénom de ma mère sur la porte. 7 mois de matins qui commencent tôt, de factures envoyées en retard, et de dîners pris seuls sans attendre que quelqu'un dise quelque chose qui fait mal. C'est étrange comme ça devient un luxe, le silence choisi. Au 9e mois, 2 trajectoires s'étaient séparées sans retour possible. La mienne, un atelier avec mon prénom affiché à la fenêtre, un portfolio qui apparaissait en première page sur les moteurs de recherche pour graphistes à Annecy, et un petit article dans la rubrique locale du Citoyen d'Annecy. La journaliste s'appelait Kira, jeune, directe. Elle m'avait photographiée à mon bureau avec les montagnes visibles derrière moi par la fenêtre. La légende disait « Mireille Leclerc, de Leclerc Créatif, dessine un nouveau chapitre ». J'avais découpé l'article et scotché à côté de la carte de remerciement de Marguerite sur le mur de l'atelier. Et de l'autre côté, il y avait Damien. Il s'était installé définitivement chez Paulette. La maison qu'on avait partagée tous les deux, celle avec nos 2 noms sur le crédit, était tombée en défaut de paiement le jour où j'avais arrêté de payer ma part. Damien ne pouvait pas couvrir seul avec son salaire de mécanicien. Elle avait été vendue à perte. Petit Bois Auto avait réduit ses horaires de 6 jours à 4. Sans moi pour gérer l'administratif, les emails restaient sans réponse et la comptabilité était devenue illisible. Brigitte avait été licenciée de la station Total après 3 absences non justifiées d'affilée. Elle dormait chez une amie et n'avait plus donné signe de vie à Paulette depuis des semaines. René avait arrêté de venir au barbecue. D'après Sylvie, il avait dit à Paulette que la nourriture était mauvaise et la compagnie encore pire. Sylvie m'avait envoyé un message un samedi matin. La maison de Paulette ressemble à une salle de deuil. Tout le monde est encore là, mais personne ne parle. Je l'avais lu en mangeant des œufs au café au coin de la rue, à 2 minutes de l'atelier. J'avais posé le téléphone, fini mon assiette, et je m'étais levée pour aller travailler. Je devais rendre un design d'étiquette pour un torréfacteur avant lundi. Les grains s'appelaient Second Souffle. J'avais apprécié l'ironie, vraiment. C'est comme ça que Damien m'avait retrouvée. Le journal avait mentionné Leclerc Créatif dans un article avec l'adresse sur la rue Gautier. Il avait fait 3h30 de route depuis Cascade Bleue et il s'était présenté à la porte de mon atelier un jeudi après-midi sans prévenir. J'étais à mon bureau à vérifier des épreuves quand la clochette au-dessus de la porte a tinté. J'ai levé les yeux. Pendant 1 seconde, je ne l'ai pas reconnu. Il avait maigri, pas de la bonne façon. Le genre de maigreur qui creuse les joues et fait flotter les vêtements comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Les cheveux plus longs. Et ses mains, celles qui me rapportaient des fleurs sauvages autrefois, étaient enfouies dans ses poches comme s'il ne leur faisait plus confiance. Mireille, Damien. On s'est regardé. Je ne l'ai pas invité à entrer. Il n'a pas demandé. Il a dit que sa mère avait le tort. Ce qu'elle avait dit au barbecue, c'était faux. Et il aurait dû le lui dire ce soir-là. Il aurait dû le lui dire bien avant. J'ai attendu. Il a regardé le sol, puis de nouveau vers moi. Il voulait que je rentre. On pouvait arranger les choses. Il allait parler à sa mère, cette fois pour de vrai. J'ai étudié son visage. Le garçon de la foire de campagne était encore là quelque part, enfoui sous la fatigue, sous 3h30 d'autoroute, sous un an de conséquences qu'il n'avait pas anticipées. Cette fois, j'ai répété. Il avait fallu que je disparaisse pour qu'il trouve sa voie. Et il me disait encore « Rentre à la maison ». Comme si le problème, c'était que j'étais partie, pas ce qu'elle avait dit. Il a ouvert la bouche, il voulait me dire quelque chose. Moi aussi, j'avais quelque chose à lui dire. Je me suis dirigée vers mon bureau, j'ai ouvert le tiroir du haut, celui avec le petit mot collé à l'intérieur, et j'en ai sorti une grande enveloppe Kraft. Les papiers de divorce finalisés, signés par nous deux, traités, terminés. Je les lui ai tendus. Il a regardé l'enveloppe comme si elle était vivante. Puis, il l'a prise. Il a dit qu'il était désolé. Je sais, j'ai répondu. Il est resté là encore un moment. Puis, il s'est retourné et il est sorti. La clochette a tinté derrière lui. J'ai refermé le tiroir. Damien avait dû parler des papiers à Paulette dès qu'il était rentré chez lui, parce que le téléphone de mon atelier a sonné le lendemain matin à 9h. Un numéro que je ne connaissais pas. Elle avait retrouvé la ligne fixe que j'avais publiée pour les demandes clients. Je l'ai laissé basculer sur la messagerie. Le message durait 3 minutes. La voix de Paulette était serrée au départ, maîtrisée, comme quand elle donnait des consignes aux enfants à la crèche. Et puis, ça a lâché d'un coup, comme une digue. Tu crois que tu peux juste partir comme ça, tourner le dos à ma famille, à mon fils ? Tu te crois quelqu'un parce que t'as une petite boutique dans une ville dont personne n'a jamais entendu parler ? Laisse-moi te dire quelque chose, Mireille.
T'as toujours été une invitée dans cette famille. T'en as jamais fait partie. T'en aurais jamais fait partie. Et Damien se porte mieux, bien mieux, sans toi qui le tire vers le bas avec tes petits projets freelance et ta petite mère morte. Le message s'est coupé. Limite de la messagerie. Je suis restée assise dans mon fauteuil et j'ai écouté le silence qui a suivi. Je l'ai repassé une fois. Pas pour me faire du mal, j'avais dépassé ce seuil depuis des mois. Je l'ai repassé pour entendre ce que Paulette ne s'entendait pas dire. La panique. La matriarche perdait le contrôle. Et plus elle serrait, plus ça lui glissait entre les doigts. J'ai sauvegardé le message vocal, je l'ai glissé dans le dossier « Ne pas répondre ». Je n'ai pas rappelé, mais cette phrase est restée. T'as toujours été une invitée dans cette famille. Elle l'avait dit à la Toussaint aussi, une autre année. Elle le criait maintenant dans un répondeur. Même mot, même femme. Sauf qu'elle se trompait sur un point. Les invités ne font pas la vaisselle. Les invités ne préparent pas les repas. Les invités ne gèrent pas la comptabilité. Et les invités, quand elles en ont assez, ont parfaitement le droit de partir. La vérité sur les petits bois n'a pas éclaté parce que j'avais raconté ma version. Elle a éclaté parce que je n'en avais pas eu besoin. Cascade Bleue était une petite ville. Les gens remarquaient les choses. Ils avaient remarqué que les barbecues étaient passés de 25 invités à 8, puis à rien du tout. Ils avaient remarqué que Damien semblait avoir vieilli de 5 ans en l'espace d'une seule saison. Ils avaient remarqué que Paulette avait arrêté de s'impliquer dans les ventes de la paroisse, dans les marchés de Toussaint qu'elle organisait depuis une décennie. Et ils avaient remarqué que la personne qui avait toujours été là en arrière-plan de chaque réunion des petits bois, celle qui dressait les tables, portait les plateaux, ramassait tout derrière les autres, avait tout simplement disparu. Camille et Diane, deux femmes qui s'étaient assises pendant des années à la table de Paulette en mangeant ma salade de pommes de terre, ont contacté Sylvie séparément. Camille a dit qu'elle voulait me parler, qu'elles avaient vu comment Paulette me traitait, qu'elles auraient dû intervenir, qu'elles ne l'avaient pas fait et qu'elles en avaient honte. Sylvie m'a transmis leur numéro. Je n'ai pas appelé tout de suite. J'ai attendu une semaine. Puis, j'ai envoyé un message simple à Camille. « Merci, ça compte plus que vous ne le savez. » Elle m'a répondu qu'elle priait pour moi et qu'elles avaient cessé de fréquenter Paulette. Ça ne leur semblait plus possible, une fois qu'elles avaient reconnu ce qu'elles avaient laissé se passer devant elles. La réputation des petits bois ne s'est pas effondrée en un seul instant. Il n'y a pas eu de scène fracassante, pas de moment de vérité publique. C'était bien plus silencieux que ça. Une érosion lente, irréversible, d'une fondation qui se fissurait depuis des années. Moins de gens parlaient à Paulette après la messe. Moins de voisins avaient apporté un plat quand l'oncle René avait été hospitalisé. La version que Paulette ressassait partout, « Mireille a craqué, Mireille nous a abandonnés, pauvre Damien ». Cette version-là a commencé à perdre du terrain. Les gens comparaient ce qu'ils entendaient à ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Je n'avais rien orchestré. La vérité n'a pas besoin de campagne quand les preuves sont exposées depuis 3 ans. Et puis Brigitte et Paulette ont fini par se retourner l'une contre l'autre. C'était inévitable. 2 personnes qui s'étaient liées autour d'une cible commune n'ont plus grand-chose à se dire quand la cible sort du cadre. Sylvie avait appris les détails par une caissière qui habitait dans la rue de Paulette. Brigitte occupait désormais la chambre que Damien et moi avions partagée, celle avec la fenêtre qui donnait sur la cour arrière et le barbecue rouillé. Paulette lui avait refusé l'accès à la cuisine pour une affaire de préparation de repas qu'elle avait vue en ligne. Sa cuisine n'était pas une cantine, elle avait dit. Ça avait dégénéré rapidement. Pendant leur dernière dispute, Brigitte avait crié quelque chose que la voisine avait entendu mot pour mot. « C'est ta faute, tu l'as chassé, tu as éloigné la seule personne qui faisait tenir cette famille debout, et maintenant, tout s'effondre pendant que toi, tu restes assise dans ton fauteuil à faire semblant d'être encore aux commandes de quelque chose. » Paulette avait répondu qu'elle avait tenu cette famille pendant 20 ans. Brigitte avait répliqué que oui, elle l'avait tenue, en faisant peur à tout le monde, et qu'il ne restait plus personne à effrayer. Le lendemain, Brigitte était partie avec 2 sacs poubelles de vêtements. Elle était allée chez une amie de ses années à la station Total. La chambre du bas était restée vide. Puis René avait eu un malaise. Un épisode cardiaque mineur au supermarché. Une ambulance, les urgences. Paulette était venue lui rendre visite. Elle avait essayé de parler de la météo, assise à côté de son lit. René l'avait regardée et lui avait dit tranquillement que si elle avait été à moitié aussi douce avec cette fille qu'elle l'était avec les enfants de sa crèche, il aurait peut-être encore quelqu'un pour l'emmener à ses rendez-vous. Paulette n'avait rien répondu. Elle était rentrée, s'était garée dans l'allée et était restée 40 minutes dans la voiture avant d'entrer dans une maison où il ne restait plus que François dans son fauteuil, devant la télévision à plein volume.
Le gala du Conseil des arts créatifs était dans 6 semaines quand Wallace m'avait demandé de prendre la parole à l'ouverture. On était dans son bureau, une pièce étroite au-dessus d'une librairie, les murs couverts d'affiches encadrées de 30 ans d'événements. Il avait versé du café d'un thermos et glissé une tasse vers moi. Le comité souhaitait que je dise quelques mots sur ce que ça signifie de construire quelque chose de nouveau à Annecy. Mon histoire résonnait avec les gens, il avait dit. Mon histoire. Il ne savait pas la moitié de l'histoire, et je n'avais aucune intention de la lui raconter. Mais cette invitation avait fait bouger quelque chose dans ma poitrine. Le même frémissement que j'avais ressenti quand Marguerite avait regardé mes épreuves et dit, les yeux un peu plissés, « Où t'es-tu caché tout ce temps ?» J'avais dit oui avant de trouver une raison de me dédire. Les 2 semaines suivantes, j'avais conçu tous les supports visuels du gala et répété 4 phrases devant le miroir de ma salle de bain. 4. Je suis graphiste, pas oratrice. L'idée de me retrouver face à 150 personnes me donnait les mains moites d'une façon que les barbecues de Paulette n'avaient jamais provoquée. Là-bas au moins, personne n'attendait que j'ouvre la bouche. Et puis, Sylvie avait appelé. Sa voix avait ce ton mesuré, posé, celui qu'elle réservait aux gens qu'elle aimait bien, mais à qui elle devait annoncer quelque chose de désagréable. Elle avait dit « Tiens-toi bien ». Quelqu'un avait partagé l'invitation du gala sur les réseaux. Elle ne savait pas qui. Mais Paulette l'avait vu. Mon estomac s'était contracté. « Comment tu sais ?» j'avais demandé. Damien l'avait appelé. Paulette tempêtait depuis mardi. Elle répétait en boucle que j'étais partie les abandonner et qu'on allait me rendre hommage par-dessus le marché. Que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Damien lui avait dit de laisser tomber, et Paulette avait répondu que non, que quelqu'un devait dire à ces gens qui j'étais vraiment. J'étais restée debout devant la fenêtre de mon atelier, à regarder les montagnes. Elles étaient toujours là, elles existaient bien avant Paulette Petitbois, elles seraient encore là après. Qu'elles viennent, j'avais dit, et je le pensais. Le soir du gala, je m'étais habillée dans mon atelier. C'était juste de partir de l'endroit que j'avais construit. Une robe bleu marine, simple, bien coupée, la plus belle chose que je possédais. Je l'avais trouvée dans une friperie de l'avenue des Cèdres pour 32 €. Gaëlle était passée avec une petite boîte en velours. À l'intérieur, une broche en argent en forme de fleur. C'était celle de sa grand-mère, elle avait dit. Elle la portait à chaque événement qui comptait vraiment. Elle voulait que je la porte ce soir. Je l'avais épinglée sur ma robe et je m'étais regardée dans le miroir. La femme en face de moi n'était plus celle qui était assise au bout de la table de Paulette avec de la moutarde sur les doigts. Le lieu, c'était une ancienne salle de bal restaurée au cœur du château de Menton. Des plafonds immenses, de la brique apparente, une lumière chaude qui donnait l'impression que tout était peint à l'huile. 150 invités. Des artistes, des chefs d'entreprise, des élus, des directeurs de galeries, des gens qui créent et des gens qui financent la création. Et mon travail était partout. Les affiches d'invitation sur leur chevalet à l'entrée, les programmes étalés sur les tables cocktails, la bannière de bienvenue au-dessus de la scène avec la typographie que j'avais mise 3 semaines à affiner. Mon nom dans le programme. Identité visuelle par Leclerc Créatif, Mireille Leclerc. J'ai effleuré la broche sur ma robe, j'ai respiré. Ce que j'allais apprendre plus tard, c'est ce que Sylvie avait entendu de Damien. Paulette Petitbois était sur la route, direction Annecy. Damien conduisait. Il n'avait pas envie d'y aller. Paulette s'était plantée devant la porte d'entrée avec son sac et sa robe du dimanche, et elle avait dit qu'elle n'allait pas se mettre devant une salle pleine d'inconnus pour jouer la victime. Conduit. Damien avait répondu que c'était une mauvaise idée. Elle avait répété « conduit ». Brigitte, elle, avait envoyé un message à Damien dans l'après-midi. « Laissez-moi en dehors de ça ». La première décision intelligente qu'elle prenait depuis un moment. 1 an plus tôt, j'étais dans le jardin de Paulette avec de la moutarde sur les doigts, à écouter une tablée entière se moquer de l'idée que je puisse manquer à quelqu'un. Et là, j'étais dans une salle de bal avec mon nom sur chaque mur, et la femme qui avait dit que personne ne me regretterait venait de faire 3 heures de route pour me retrouver. C'est drôle, comme les choses se retournent. La soirée avait commencé à 19 h. Je me tenais près de l'entrée et je saluais les gens avec qui j'avais travaillé. Marguerite dans une robe portefeuille verte, le torréfacteur dans un blazer qu'il portait visiblement pour la première fois, la céramiste avec encore de l'argile sous les ongles. Gaëlle circulait dans la salle avec un verre de vin dans une main et son appareil photo dans l'autre, immortalisant les affiches, les invités, les programmes, comme une mère fière devant la scène de l'école.
À 19h30, François s'avança vers le micro. La salle se tut d'un coup. Il remercia l'Assemblée, parla de la mission du Conseil des arts créatifs, des bourses accordées, des artistes soutenus. Et puis, il dit que l'identité visuelle de cette année avait été conçue par quelqu'un qui s'était installé à Annecy depuis moins d'1 an et qui était déjà devenu une présence indispensable dans la communauté créative. Il ajouta que si certains n'avaient pas remarqué mon travail, c'était justement parce qu'il s'intégrait si naturellement qu'on aurait cru qu'il avait toujours été là. Il prononça mon nom, Mireille Leclerc, de Leclerc Créatif. Les applaudissements furent chaleureux, immédiats. Je m'avançai vers le micro sur des jambes qui semblaient appartenir à quelqu'un de beaucoup plus sûr de lui. Je fis court. Il y a 1 an, quelqu'un m'a dit que j'étais insignifiante, que si je disparaissais, personne ne le remarquerait. J'ai pris ça comme une invitation. Quelques rires dans la salle, le genre de rire qui disent qu'on est avec toi. Alors j'ai disparu, et j'ai construit tout ça. Pas pour prouver qu'ils avaient tort, pour me prouver que j'avais raison. Merci Annecy de m'avoir laissé exister à voix haute. Les applaudissements redoublèrent. Gaël cria depuis le fond de la salle. Marguerite tamponnait ses yeux avec une serviette en papier. Je m'éloignai du micro et je soufflai. Et là, je les vis. Au fond de la salle, près des doubles portes. Paulette dans sa robe du dimanche. Damien dans une chemise froissée. Immobiles tous les deux, les yeux fixés sur moi. Paulette parcourut la pièce du regard comme un général qui inspecte un champ de bataille. Ses yeux allèrent de la bannière d'accueil aux chevalets, des programmes posés sur les tables aux invités en tenue de soirée. Elle s'arrêta sur les affiches. Mes lignes épurées, mes couleurs chaudes, mon nom dans le coin inférieur de chaque pièce. Et sa mâchoire se serra. Ce n'était pas pour ça qu'elle était venue. Elle s'attendait à me trouver en train de galérer, derrière le comptoir d'un café, dans une chambre louée à la semaine. Elle s'attendait à retrouver la version de moi qu'elle avait fabriquée dans sa tête. Fragile, perdue, qui attend qu'on vienne la sauver d'elle-même. À la place, elle avait trouvé une salle de réception. 150 personnes. Une ovation debout. Mon nom sur les murs. Elle se mit à marcher vers moi. Damien lui attrapa le bras. « Maman !»« Non !» Elle se dégagea sans le regarder. Je m'excusai auprès du galeriste avec qui je discutais d'une éventuelle commande et je la regardai traverser la pièce. La foule ne s'ouvrit pas devant elle. Les gens ne la remarquèrent tout simplement pas. Elle n'était personne ici. Elle me rejoignit près du bar. Le serveur versait un verre de vin à quelqu'un. La salle vibrait encore de l'énergie de l'après-discours. Personne ne nous prêtait attention. Pas encore. « Tu crois que tu peux juste tourner le dos à ma famille ?» dit-elle, la voix basse et parfaitement maîtrisée, et te prendre pour une célébrité ? Je gardai le même ton. Je n'ai pas tourné le dos à ta famille, Paulette. J'ai tourné le dos à la façon dont ta famille me traitait. On t'a traitée comme une des nôtres. Tu m'as dit que personne ne me manquerait à ta table, devant 23 personnes. Ses lèvres se serrèrent. Une femme à la table voisine leva les yeux, puis une autre. L'air autour de nous commençait à changer. La voix de Paulette monta d'un coup, pas progressivement, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. « C'était une plaisanterie, dit-elle, assez fort pour trancher les conversations alentour. Tout le monde a ri. Tu n'as pas su encaisser une plaisanterie, et maintenant tu as détruit la vie de mon fils. » Les têtes se tournèrent, le murmure mourut en cercle à partir de l'endroit où nous nous tenions, comme une pierre jetée dans une eau immobile. 150 personnes dans cette salle restaurée, et chacune regardait la femme en robe du dimanche qui criait sur la designer dont le nom figurait sur leur programme. « Ton fils est adulte, dis-je, posé, égal. » La même voix que j'utilisais avec les clients quand une révision ne fonctionnait pas. « Sa vie est de sa responsabilité, répétai-je. Calme, tu l'as quitté. » La voix de Paulette se brisa. « Tu as détruit cette famille. Tout allait bien avant que tu décides que tu étais trop bien pour nous. Tout allait bien pour toi, Paulette, pas pour moi. » Elle fit un pas, son doigt pointé vers ma poitrine. « Tu es ingrate, après tout ce que j'ai. » Sa voix se cassa. Plus de rage, cette fois. Quelque chose d'autre en dessous. Une fraction de seconde, j'aperçus le visage d'une femme qui avait passé 20 ans à maintenir une famille debout et ne comprenait pas pourquoi tout s'effondrait sans la belle-fille qu'elle avait elle-même chassée. Puis Wallace fut là. Calme, ferme, sa main levée doucement entre nous deux. « Madame, je dois vous demander de baisser la voix. C'est un événement privé. » Paulette se retourna vers lui.
Ne me dites pas ce que je dois faire. Cette femme a abandonné ma famille. Elle a quitté mon fils. Elle, madame, Wallace n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. La salle était parfaitement silencieuse. Chaque personne que j'avais rencontrée cette année, chaque client, chaque voisin, chaque ami, regardait une femme qui criait et une designer qui se tenait tranquille à moins d'1 mètre. Je gardais la voix basse. Paulette, vous avez dit quelque chose lors de votre barbecue l'année dernière. Vous avez dit que si je disparaissais demain, personne ne me regretterait. Vous vous en souvenez? Elle ouvrit la bouche. Rien ne sortit. J'ai disparu. Et vous avez fait 3 heures de route pour me retrouver. Vous êtes entré dans une salle pleine de gens qui connaissent mon nom et vous vous êtes mis à crier. J'ai marqué une pause. On dirait bien que quelqu'un m'a regretté finalement. Le silence a tenu. Puis quelqu'un, près de l'entrée, a applaudi. Lent, délibéré. Un deuxième s'est joint. Une vague régulière a traversé la salle. Paulette a regardé les visages autour d'elle. Compatissants, consternés, apitoyés. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait plus rien à dire. La matriarche, celle qui contrôlait tout, debout au milieu d'inconnus qui la voyaient telle qu'elle était vraiment. Une femme qui avait fait 3 heures de route pour démolir celle qui venait tout juste de remercier une ville de l'avoir laissée exister. Elle n'a pas bougé tout de suite. Puis j'ai ajouté, doucement mais sans trembler. Et le post-it que tu as laissé dans la boîte de ma mère. Tu n'as jamais mérité tout ça. Je l'ai gardé. Pas parce que ça fait encore mal. Parce que ça me rappelle exactement avec qui je vivais. Son menton a vacillé. Elle a commencé à dire qu'elle ne comprenait pas ce que. Si, tu comprends très bien. Court, définitif. Elle s'est retournée et elle a marché vers les portes. Damien en a tenu une ouverte. Le battant s'est refermé avec un petit clic discret qui, dans cette salle silencieuse, a résonné comme un point final au bout d'une très longue phrase. Je suis sortie 20 minutes plus tard. Damien était appuyé contre la berline de Paulette. Le moteur tournait. Paulette était côté passager, la tête baissée. Il m'a dit qu'il aurait dû l'arrêter. Pas ce soir, j'ai répondu. Depuis le début, il a insisté. Chaque barbecue, chaque vanne, chaque fois qu'elle t'appelait invité et que je ne disais rien. Pourquoi tu n'as rien dit ? Il a laissé retomber ses mains. Parce que j'avais peur d'être le prochain sur qui elle se retournerait. Sa voix s'est brisée, et pendant 1 seconde, j'ai vu le gamin de 14 ans dont le père était rentré en fauteuil roulant et dont la mère était devenue une forteresse. Il avait appris tôt que la forteresse protège, tant qu'on ne défie jamais celle qui l'a bâtie. C'est pas une excuse, il a ajouté lui-même. Non, j'ai dit, c'en est pas une. Prends soin de toi, Damien. Je suis repartie vers la salle. Le moteur a accéléré derrière moi. Des pneus sur le gravier, puis plus rien. 2 mois plus tard, le divorce a été prononcé. J'ai signé. Mireille Leclerc, le nom de ma mère. Sylvie m'a donné les dernières nouvelles. Paulette n'avait plus organisé de barbecue depuis le gala. Le grill rouillé sous une bâche bleue. Damien avait vendu Petit Bois Auto et trouvé un poste de mécanicien à Clermont-Ferrand. Salaire horaire, aucune enseigne à son nom. Brigitte s'était inscrite à une formation de comptabilité en ligne. Sylvie disait qu'elle semblait plus stable. L'oncle René avait emménagé dans une résidence pour seniors près de Thiers. Des repas réguliers, une partie de cartes le jeudi, des gens qui lui parlaient parce qu'ils en avaient envie. Le nom Petit Bois évoquait autrefois les barbecues, les chaises pliantes, la cuisine de Paulette. Maintenant, ce nom n'évoquait plus grand-chose. Juste des gens qui avaient oublié qui préparait vraiment la table. C'était un samedi après-midi de fin mars. J'avais installé le grill sur la terrasse du toit. Gaël avait apporté des baguettes, Marguerite était arrivée avec de la salade de choux. Moi, j'avais fait la salade de pommes de terre de ma grand-mère, celle que Paulette s'appropriait depuis des années comme si elle l'avait inventée. Des assiettes en carton, des fleurs sauvages cueillies au jardin partagé, pas de chaise verte, pas de reine qui reçoit ses sujets. On a mangé, on a ri. Personne n'a volé le mérite de quelqu'un d'autre. J'ai pris une saucisse grillée, de la moutarde jaune, du relish, une bouchée lente. J'ai regardé les montagnes rougir dans la lumière du soir. La même nourriture, une autre table. La même femme, une autre vie. Ceux qui te disent que tu es oubliable sont toujours ceux qui s'effondrent dès que tu pars. Une belle-mère qui fait 3 heures de route pour crier sur quelqu'un qu'elle avait chassé. Un petit mot collé qui disait « Tu n'as jamais mérité ça ». Une table où je faisais tout le travail et où on me demandait de disparaître. Les sorties les plus silencieuses laissent parfois l'écho le plus long. Si cette histoire t'a rappelé une table que tu connais, écris-le en commentaire. Dis ce que tu aurais dit, toi. Et abonne-toi à Calme Théâtre Étage. Je t'attends dans la prochaine.